Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Le nombre de grévistes à la SNCF n'a jamais été aussi bas qu'hier. Le trafic s'améliore à la RATP, notamment dans les métros, même si ça reste perturbé. Est-ce que tout ça, c'est l'effet du compromis qu'Édouard Philippe a proposé pendant le week-end, ou c'est tout simplement la durée de la grève qui commence à coûter cher aux participants? Il y a deux choses. Il y a déjà un effet de lassitude. 40 jours de grève, ça coûte de l'argent. Il y a un effet de lassitude de l'opinion parce que cette grève, elle marchait bien, entre guillemets, parce qu'il y avait une adhésion populaire. Et puis la deuxième chose, on voit bien que le front syndical a été découpé en deux. Ceux qui disent que rien ne change pour que tout change, c'est le très beau film du Guéjard, et les autres qui disent, comme les réformistes, CFDT, UNSA, il faut bouger. Et en même temps, ce ne sont pas forcément les confédérations qui acceptent ce compromis qui, j'allais dire, tiennent les rênes des grévistes. Donc, absolument. CFDT et UNSA, eux, voulaient que le mot H-pivot soit retiré de la loi. Le Premier ministre leur a donné satisfaction, donc maintenant, tout ne s'arrête pas là. Quelle garantie sur le point? Quelle garantie, naturellement, sur la pénibilité et la prise en compte des pénibilités? Et puis le coût de la retraite. Alors, on va y venir, mais ce compromis, dans les grandes lignes, vous en pensez quoi? De toute façon, il faut sortir d'une grève. Moi, j'ai été il y a 30 ans président de la Fédération des internes de France, vous voyez, donc c'est vieux. Il faut à un moment ou à un autre faire en sorte que chacun fasse un pas. Donc là, il y a un pas qui a été fait. Après, il faut voir les conséquences du pas, puis ça ne s'arrête pas là. On sait très bien que par rapport au texte tel qu'il a été déposé au Conseil d'État et qui va arriver à l'Assemblée, il y a beaucoup de paramètres qui sont encore inconnus. Le financement en particulier, les garanties sur la pénibilité, quelles sont les nouvelles pénibilités qu'on prendra en compte, et puis la garantie du point. Ne croyez pas que c'est le sujet majeur. Tout le monde dit, mais le point peut varier. Il y a encore trop de flou autour de ces questions. Il y a encore trop de flou, donc il faut vraiment que le gouvernement là-dessus nous apporte un éclairage et puis qu'il rassure les syndicats. Il a traîné, il a tardé le gouvernement, ça fait quasiment 2 ans maintenant que ce chantier est ouvert. En fait, il y a eu deux phases, il y a eu cette phase très longue, 2 ans et demi de concertation, et puis là tout d'un coup une accélération. Le président voulant absolument boucler cette opération, puisque le 31 décembre annonçant lui-même qu'il fallait trouver les voies du compromis. Et là maintenant, on est dans un système où dans les 2 mois, puisqu'on doit voter, vous vous rendez compte, le 3 mars prochain, on doit voter ce texte, où est le Parlement? Et on ne peut pas simplement considérer que le Parlement est un débat où on a une loi cadre et puis que les éléments précis ne soient pas là. Alors justement, une conférence de financement entre les partenaires sociaux va donc être chargée de trouver les moyens d'équilibrer financièrement les régimes de retraite d'ici 7 ans. Mais entre-temps, vous aurez déjà à l'Assemblée nationale examiné le projet de loi. J'imagine que ça vous gêne en tant que parlementaire de voter sur un texte dont il manque un volet essentiel, le volet du financement. On ne peut pas dire que le Parlement doit avoir un rôle majeur dans la construction de la loi. On ne peut pas dire que c'est un chantier de transformation complet de la France et puis pas associer le Parlement, alors que là, on va avoir un cadre. Voilà, donc on connaît à peu près les choses. Il n'y a plus de point d'équilibre, il y a un rapprochement public-privé, il y a les générations 75, il y a toutes les professions pour lesquelles, ça y est, des concessions ont été faites. On ne sait pas encore, par exemple, vous savez, les taux de cotisation pour les indépendants, pour les agriculteurs, pour les commerçants, en combien d'années tout cela sera harmonisé. Bref, en clair, on va autoriser le Parlement, on va autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance, mais on ne ratifie pas le contenu des ordonnances. On habilite le gouvernement, mais après le contenu lui-même de la loi, il faudrait que le Parlement soit associé. Nous proposons, par exemple, à Liberté et Territoire, qu'en matière de points, eh bien, il puisse y avoir un vote chaque année du Parlement qui sanctuarise cela. Et ça, c'est un élément de confiance. Vous ne pouvez pas avoir une réforme de retraite si la confiance n'est pas au rendez-vous. Ces zones d'ombre, ces lacunes, vous en tirerez quelles conséquences au moment de voter le projet de loi lui-même? Écoutez, l'essentiel, c'est que cette réforme, il faut la faire. Après, moi, je veux voir quelles sont les incidences financières. Si c'est une réforme qui nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte, ça n'est pas possible. Et il y a des éléments positifs. Les éléments positifs, par exemple, sont les carrières hachées. L'élément positif, ce sont les carrières des femmes. L'élément positif, c'est la réversion. Il ne faut pas oublier tout cela. Et puis, l'élément positif, c'est le rapprochement public-privé. Ce qui est très dommage, c'est qu'on est déjà... sur les militaires, on laisse un régime spécial particulier, je le comprends. Mais quand je vois que, notamment pour le personnel navigant, on est donc en clair dans l'aérien, on est sanctuarisé un système dans lequel il y a déjà une pénibilité qui est prise en charge de façon exacerbée. Comment vous expliquez qu'un chirurgien cardiaque qui a 63 ans, il doit travailler encore, et alors qu'un aiguilleur du ciel, par exemple, à 52 ans, tout s'arrête? Ça n'est pas possible. Au Sénat, le président Gérard Larcher, mais aussi les groupes PS et LR qui sont majoritaires à eux deux, ils refusent de se prononcer sur la réforme dans ces conditions, notamment sur le flou sur le financement. Est-ce que vous pourriez aller aussi loin, en ce qui concerne votre groupe à l'Assemblée? Non, parce que moi, je suis profondément... J'entends ce que dit le Sénat. Il soulève un vrai problème démocratique. Il soulève un vrai sujet démocratique.
légiférer sans en connaître les conséquences financières, légiférer sans tout avoir. Donc écoutez, moi je vais demander au Premier ministre dans les prochains jours qu'il nous apporte des garanties sur le rôle du Parlement. On ne peut pas repousser cette réforme de retraite. Ça pourrait être quoi ces garanties? Les garanties, le point, les critères de pénibilité, le coût, les études d'impact. Et puis par exemple, une fois de plus, la convergence, c'est que le taux de cotisation, c'est 14% pour un indépendant, 17% pour un agriculteur. On va l'amener à 28%. Dans quelles conditions? Comment? Est-ce que vous croyez qu'on peut aller dans la poche des agriculteurs prendre de l'argent? Non. Donc il faut un certain nombre de garanties. Bon, le texte vient à l'Assemblée. Moi, je ne fais pas partie des parlementaires qui disent, bon, on n'examine pas le texte. Pas du tout. Je suis favorable à cette réforme. Pour autant, pas favorable les yeux fermés. Il faut maintenant avoir des garanties et des éclairages. Un dernier mot sur cette conférence de financement. Ni hausse du coût du travail, ni baisse des retraites, prévient Édouard Philippe. Ça ressemble un peu aux conditions dans lesquelles le gouvernement avait lancé la négociation sur l'assurance chômage, très, très bornée. Et finalement, syndicats et patronat n'avaient pas pu se mettre d'accord. Est-ce que ce schéma risque de se reproduire? Il risque de se reproduire. Et quand on écoute tout ça, ça veut dire que c'est la loi Touraine. C'est que la loi Touraine, parce qu'en fait, autour de l'âge pivot, il faut dire les choses. La loi Touraine, donc c'est l'allongement de la durée de cotisation. C'est l'allongement de la durée de cotisation. En clair, quand vous partez à 62 ans, vous avez une décote. Voilà. Mais ça, les syndicats aussi avaient les yeux fermés là-dessus. Or, c'est la vérité. Pour vous, il n'y a pas moyen de faire autrement? Mais il n'y a pas 36 solutions. On vieillit mieux. Vous savez, il y a un sujet, il y a un critère, et c'est mon caractère de professionnel de santé qui fait dire ça. L'important, ce n'est pas le nombre d'années à la retraite, c'est le nombre d'années à la retraite en bonne santé. Quand vous regardez les courbes des différents salariés en fonction des métiers qu'ils ont exercés, on voit que ceux qui ont eu les tâches les plus pénibles restent en bonne santé moins longtemps que d'autres. Et donc ce critère-là est un critère majeur. Donc, avec ce qui se passe là, c'est très simple, eh bien on va devoir travailler un peu plus longtemps. Il faut dire les choses. Mais je préfère travailler plus longtemps et servir des retraites décentes. Je dis bien décentes, des retraites à 800, 900 euros. Moi je vois en milieu rural, en Eure-et-Loire, à Cloix, dans ma commune, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cela. On ne peut pas laisser cela ainsi. Alors vous êtes membre de la commission des affaires sociales, vous disiez professionnel de santé, vous connaissez bien les questions de santé. Plusieurs centaines de chefs de service hospitaliers annoncent aujourd'hui démissionner de leurs fonctions administratives. Alors ils restent à l'hôpital, ils gardent leur paye ou à peu près toute leur paye, mais ils continuent de soigner. En revanche, ils vont cesser de s'occuper de la paperasse et de l'organisation des services. Ils réclament plus de moyens. Est-ce que la crise de l'hôpital, c'est seulement une question d'argent? Agnès Buzyn a annoncé déjà plusieurs centaines de millions d'euros de rallonge, notamment pour les urgences, et puis une augmentation du budget pour les années qui viennent. Non, l'hôpital va très mal. La santé va mal, l'enseignement public et privé. Et ce gouvernement est dans l'échec sur cette politique-là. Je l'ai dit à Agnès Buzyn à plusieurs reprises. Et j'ai été moi-même celui qui a déclenché une commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins. Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc vous parlez d'échec. Il y a un problème d'organisation majeur. On a mis de la suradministration qui fait que les médecins sont dépossédés des chefs de service alors qu'il faudrait, avec les chefs de service, faire des contrats d'objectifs et de moyens, voir comment, avec eux, on peut mieux prendre en charge les patients et ne pas les laisser s'enterrer sous des mètres et des mètres de contraintes administratives et avec une administration toujours plus puissante. L'hôpital ensuite a été un domaine dans lequel il y a eu des sous-investissements. La reprise de la dette, c'est un bon schéma, mais est insuffisante. Regardez les investissements, c'est 1,5 milliard. Regardez les hôpitaux de proximité. On nous annonce une enveloppe de 200 millions d'euros pour l'ensemble du maillage, ce qui ne fonctionne pas. Et puis le lien public-privé, il ne fonctionne pas. Les groupements hospitaliers de territoire devraient insérer dans l'organisation des établissements publics et des établissements privés. Le chantier d'hôpital est à reprendre. Il n'y a pas assez de coopération, mais ça fait des décennies, j'allais dire, qu'on parle de ça. Parce qu'on a laissé des tuyaux. Comme les tuyaux d'orgue ne se parlent pas. Or, il doit y avoir des communications. Un patient, que vous le preniez en charge dans le public ou dans le privé, il faut le prendre en charge. Donc, il y a un système de défiance, des salaires qui sont faibles pour les infirmières, notamment pour les aides-soignantes, une pénibilité, on en parle. Voilà un public qui mérite d'être mieux soutenu. Et qui, à 57 ans, à 58 ans, est déjà fatigué, est déjà usé. Non. Et puis la désertification médicale s'aggrave. La ministre l'a reconnu la semaine dernière. C'était la semaine dernière ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques, et notamment en matière de santé. Les 5 années qui viennent sont encore plus dramatiques en matière d'accès aux soins. L'engouffrement des urgences, où il y a un encombrement absolument terrible. Et puis enfin, il y a un sujet scélérat. C'est la fameuse taxe à l'activité, vous savez, la T2A, et c'est ça qui génère tous ces dysfonctionnements. Au fond, est-ce que l'un des grands problèmes de l'hôpital, et de la fonction publique en général d'ailleurs, c'est pas le fait qu'on y fait de l'administratif, mais pas du management? Les chefs de service dont on parlait, ils ont
Aucun moyen de récompenser les personnels qui Absolument. s'engagent, qui remplacent au pied levé leurs collègues Absolument, absents. alors qu'un chef de service, on devrait dire, voilà, vous avez telle enveloppe, faites au mieux avec vos personnels, mais vous avez la liberté d'aider justement, comme vous le disiez très bien, ceux qui, à un moment ou un autre, eh bien, reviennent d'une garde et sont prêts à repartir au boulot, d'autres qui sont prêts à donner un peu plus de temps pour l'enseignement, d'autres comme les infirmières ou des aides-soignantes qui sont indispensables, qui sont des maillons absolument formidables. Non, il y a une Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un peu de souplesse dans tout ça? Mais parce que c'est l'administration qui a tout dévoré. Parce que, justement, la Direction générale de la santé, l'ensemble des organisations autour de la ministre, ont tout sclérosé. Tout sclérosé. Vous voyez, là, pour que tout change, pour que rien ne change, là encore. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors que le budget de l'ensemble de la sécurité sociale, c'est pratiquement 500 milliards d'euros. Alors que la prise en charge des patients en France est encore une des meilleures. Mais là, il y a une fracture très forte, un découragement. Et quand vous avez fracture et découragement, la défiance est au rendez-vous. Une dernière question, le site arrêtmaladie.fr a suscité la polémique ces derniers jours en proposant des consultations en ligne avec une sorte de pré-diagnostic par le patient lui-même qui indique quelle durée d'arrêt de travail il souhaite. Alors c'est vrai que la démarche apparaît très, très mercantile, une sorte de self-service des arrêts de travail, mais finalement ce type de service en ligne, des téléconsultations, c'est pas aussi un moyen de libérer du temps pour les médecins, une façon d'affronter les déserts médicaux et de laisser les médecins se concentrer sur les tâches les plus importantes? Ce système en ligne pour les arrêts de travail est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. En revanche, puisque dit de libérer du temps, oui, la télémédecine. Eh bien, la télémédecine qu'a fait justement la direction de l'assurance maladie, elle a diminué la possibilité d'avoir recours à la télémédecine parce qu'elle craignait des débordements. Donc il faut y aller franchement. Il faut y aller franchement. Il faut l'encadrer, mais y aller franchement. Ça, c'est un bon moyen pour lutter contre les désertifications médicales. Si vous avez de la fibre optique et si vous avez de la télémédecine, c'est-à-dire en clair où les informations puissent arriver, eh bien là, vous aurez des patients qui retrouveront un médecin. Merci beaucoup, Philippe Vigier. Merci beaucoup.